présentiel. Donc pour rappel et pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils suivent ces webinaires, donc chaque mois on organise des webinaires. L'idée c'est d'apporter des retours d'expérience et de donner un cadre de compréhension sur des sujets spécifiques autour des enjeux de transition en montagne. Ils sont tous enregistrés et vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube de l'association. D'ailleurs, le prochain webinaire sera le 18 juin sur le sujet du triangle de l'inaction. Donc, l'objectif sera de clôturer la saison de webinaire avec un temps plus transversal entre tous les projets de l'association, permettant de faire le lien entre différentes thématiques. Ce qui fait un lien direct avec le cadre de sécurité qu'on aime bien poser à chaque atelier Mountain Riders. Donc l'idée, c'est que les échanges qui vont suivre fassent l'objet de bienveillance de la part de chacun et chacune d'entre nous. Donc pour écouter avec attention, parler avec intention et que chacun et chacune soient en co-responsabilité de la bonne tenue de ce cadre. Donc si ce cadre vous convient, on peut introduire le webinaire d'aujourd'hui. Donc avec le programme du jour, on est ensemble, comme je le disais, jusqu'à 15h30. Et d'ici là, le programme s'articule de cette manière, en commençant par une brève présentation de l'association Mountain Riders et de ses missions, en faisant un focus sur le flocon vert. Et ensuite, il y aura 3 interventions d'experts sur la thématique du jour, qui est le logement. Et on terminera par 30 minutes d'échange où vous pourrez du coup poser toutes vos questions ou commentaires sur ces interventions-là. Donc pour commencer, nous sommes l'association Mountain Riders qui vise à sensibiliser et éduquer à la transition écologique sur tous les territoires de montagne. Donc nous sommes basés à Chambéry et depuis l'année dernière à Foix, en Ariège. Et notre raison d'être est la suivante: nous cultivons la joie et le faire ensemble pour accompagner la mise en mouvement des territoires de montagne à la transition au service du vivant. Donc, comme vous allez le voir au travers des 4 projets qu'on a, nos valeurs sont de travailler avec tous et de faire du changement une démarche positive autour d'alternatives. Et pour ce faire, on a du coup 4 projets. Donc, historiquement, l'association a démarré avec Montagne Zéro Déchet, qui visait à l'époque à faire seulement des ramassages et qui maintenant s'est transformé un peu et a pris de l'ampleur puisque on travaille maintenant avec les acteurs des territoires porteurs de stations pour les faire travailler à la rédaction de plans d'action pour réduire les déchets à la source. On a ensuite le flocon vert dont on reviendra dessus juste après. C'est une démarche de labellisation qui vise à engager et structurer la transition écologique des territoires de montagne. On fait aussi de la formation auprès des acteurs de ces territoires pour accélérer la transition écologique. Et on fait aussi de l'éducation à la montagne auprès de tous les publics, que ce soit les enfants ou les adultes, enfin les scolaires, les socioprofessionnels des territoires de montagne. Pour aller un peu plus dans le détail du flocon vert, puisque l'enjeu d'aujourd'hui tourne plutôt autour de cette activité. Donc, on vient labelliser des destinations touristiques de montagne. Notre accompagnement sur 3 ans permet d'engager et de structurer la transition écologique des territoires de montagne. Pour cela, l'importance du dialogue entre chaque partie prenante n'est pas à négliger. Ce label vise à les engager d'une part, mais aussi de leur montrer qu'ils peuvent aller plus loin et de progresser sur les sujets de transition. À ce jour, on compte 31 territoires labellisés, flocons verts, répartis sur les Alpes du Nord, du Sud, des Pyrénées et du Jura. Pour rentrer dans le vif du sujet, le webinaire d'aujourd'hui a pour but d'acculturer aux enjeux liés au logement et aux hébergements de communes supports de stations et plus largement sur les territoires de montagne. Les phénomènes suivants font partie des enjeux actuels touchant tous les territoires en France, notamment les phénomènes de lit non commercialisé et de volets clos, et le vieillissement du parc immobilier en montagne.
Donc l'importance pour nous de traiter ce sujet lors de ce webinaire relève du contexte dans les communes supports de stations au sein desquelles l'habitat permanent connaît une pénurie. Les raisons sont multiples et là je vous ai mis quelques chiffres et vraiment succinctement deux enjeux, mais les raisons sont vraiment multiples. Les territoires font face à un cercle vicieux du coup qui entraîne une difficulté à recruter et donc à maintenir la continuité des services nécessaires. Et pour ce faire, donc au Flocon Vert, on travaille sur cette thématique-là et un peu transversalement, puisque on labellise les territoires sur le cahier des charges que vous avez à l'écran. Donc à savoir que ce cahier des charges est celui de 2022 et il est mis à jour tous les 5 ans. Donc on est actuellement en train de travailler pour le cahier des charges 2027. En tout cas, celui de 2022 avait donc 4 familles et 20 critères sur lesquels le logement n'est pas apparent à première vue, mais comme on va le voir par la suite, est un peu intégré dans chaque indicateur de ce cahier des charges. Aussi pour préciser que le label Flocon Vert n'a pas une visée seulement environnementale, mais à travers du coup ces 4 familles-là, vise à vraiment structurer les territoires de montagne sur des thématiques vraiment diverses. Donc, on travaille actuellement à la création d'un critère spécifique au logement sur le cahier des charges 2027, comme je le disais, puisqu'actuellement, la thématique est prise en compte dans plusieurs critères, donc notamment dans l'aménagement, l'emploi, le critère sol, la diversification et la vie locale. Donc le sujet du logement est un sujet d'ampleur avec des outils et des expérimentations qui émergent et qui nous permettent de dire que les territoires commencent à s'en saisir. C'est pourquoi on réfléchit et on travaille à ce nouveau critère pour que le logement soit davantage pris en compte par les territoires. Donc voici un peu les sous-critères actuels dans lesquels le logement est pris en compte. Euh, donc l'enjeu d'intégrer le logement dans ce cahier des charges, c'est de faire questionner les territoires sur le maintien d'une diversité d'habitants, donc soit entre les habitants à fort pouvoir d'achat et ceux qui font vivre les services à l'année. Donc bien que complexe, c'est essentiel pour nous de jouer sur les leviers entre le manque d'habitants et la continuité des services proposés, notamment des commerces et des espaces de vie et de rencontres. Donc j'en ai fini avec mon monologue sur la présentation du sujet, mais je peux vous laisser la parole à vous participants et participantes dans le chat pour aussi introduire, que vous introduisiez aussi le sujet. Et donc la question est la suivante. Quel levier pourrait améliorer la situation selon vous? Euh, que ce soit réglementaire, des aides réglementaires, des aides fiscales, d'autres leviers innovants ou autres si vous avez aussi en tête. Donc, je peux vous laisser la parole. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous aurez des éléments aussi plus concrets que ce que je viens d'apporter par les trois intervenants à suivre. Donc, la parole est à vous. On met dans le chat ou Vous pouvez mettre dans le chat, oui. où on attend les intervenants parce qu'effectivement, il y a certainement plein de leviers qu'il va falloir mettre en œuvre pour avancer sur cette problématique-là qui est grave sur les territoires de montagne. Voilà. Oui. Et ben, c'était aussi la question. Vous pouvez aussi mettre toutes les réponses ou attendre la suite. En tout cas, c'était d'abord d'avoir votre point de vue à vous avant d'avoir le contenu des interventions. Et peut-être que oui, les questionnements viendront à la suite. Et pendant le temps d'échange, du coup, ça permettra de délier tout ça. D'accord. Je vois deux personnes qui écrivent dans le chat, mais peut-être qu'on peut
On peut laisser 2 minutes et ensuite on basculera sur les interventions. Donc, en attendant les potentielles réponses, je peux vous présenter donc l'équipe du jour, donc qui se présente avec 4 personnes qui interviendront aujourd'hui. On a Lisiane Fermont-Varnet de la Direction départementale des territoires 73, Delphine Trossé, directeur vente et syndic et SD Access, et Joris Blasson, responsable commercial. Et nous aurons David Duez, maire de la commune d'Appy, qui interviendra du coup dans un troisième temps. Mais je peux du coup laisser la parole à Lisiane Fermont-Varnet. Je quitte mon partage d'écran. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui. Et est-ce que vous m'entendez aussi? Parce que c'est important. Donc, Les très deux, c'est bien. possible. Donc, pour ma part, donc, je représente effectivement la direction départementale des territoires de la Savoie qui accompagne les collectivités dans la définition de leur projet d'aménagement, hein, de manière générale. C'est des missions qui incombent à une DDT. Donc, mon service travaille plutôt sur les questions de logement et d'habitat. Et donc, en Savoie, on s'est posé la question d'identifier comment on pouvait accompagner les collectivités sur des questions qui sont clés comme celle du logement, parce que le logement participe à l'attractivité des territoires, comme ça a déjà été dit, que c'est une source de préoccupation majeure pour les ménages français et savoyards dans un contexte de forte tension et de crise au demeurant pour sortir des projets de logement. Et donc, on fait face à un paradoxe en Savoie. Je vais vous donner quelques éléments de lecture, mais comme ça a déjà été indiqué, où on est sur un territoire très attractif et qui fonctionne très bien sur le plan économique, hein, notamment sur la partie est du territoire, là où on va trouver les grandes stations de ski qui se positionnent dans le champ concurrentiel à l'international, hein, Tignes, Val d'Isère, La Plagne, les Arcs, les Trois-Vallées avec les belles villes, Méribel. Voilà, et des difficultés effectivement d'accès au logement et des problématiques aussi liées à l'immobilier de loisirs. Donc, pour comprendre ce paradoxe savoyard, on a une croissance démographique moyenne sur le département, qui est plutôt dynamique, hein, et puis une décroissance sur ces territoires. Donc, toutes les communes en rose ont perdu notamment des habitants depuis quelques années. On a un très fort taux de résidence principale. Bon, ça, j'apprends bien à personne, hein. Sur les territoires touristiques, c'est généralement le cas, qui peut atteindre 80 ou voire plus de 80%. Bien sûr, on a du volume hein, en nombre de logements, mais qui est destiné plutôt à l'activité touristique, outre ces résidences principales. Et puis, du coup, on fait face parallèlement à une contraction du parc destiné à loger les locaux, donc les résidences principales, une problématique logement saisonnier, j'y reviendrai, qui font tourner les stations, notamment en hiver, et des loyers élevés pour ces populations salariées qui cherchent à se loger sur place, avec en plus un accès très difficile à la propriété, puisque, comme vous l'imaginez, le prix du foncier bat des records, hein, et les coûts de construction sont nettement supérieurs à ce qu'on peut constater sur les territoires de plaine. Donc, on a un contexte de très forte tension, des difficultés pour accompagner les recrutements notamment. Et puis, on a voilà, la question qu'on s'est posée, c'est comment la puissance publique pouvait intervenir dans ce contexte. Alors, mes propos vont être peut-être un peu caricaturants parce que les collectivités, elles ne sont pas restées sans rien faire, bien sûr, hein. Mais voilà, depuis quelques années, on sentait qu'elles étaient en questionnement. Donc, on a entamé un travail de réflexion un peu plus abouti que ce qu'on avait fait par le passé, il y a à peu près 2 ans, euh, pour voilà, essayer de construire le dire de l'État par rapport à ce contexte. Donc la question, je l'ai déjà abordée, hein, du logement en montagne, en tout cas en Savoie, est très complexe, puisqu'on a 3 blocs différents et qui
peuvent avoir des effets de vase communicants en matière de logement. Donc, j'ai évoqué le logement permanent, alors plutôt à destination des populations locales, des populations salariées qui pourraient arriver sur le territoire parce qu'il y a de l'emploi. Donc, on a un déficit, hein, bien sûr. Et euh, bah, comme les choses ne sont jamais simples, hein, cette population locale peut avoir aussi des velléités à pouvoir développer un parc de logement à destination de l'activité touristique. Voilà, donc voilà, on a des blocs, mais ils peuvent être aussi poreux. On a la question du logement saisonnier qui est majeur. On a un fort déficit d'accueil sur certaines stations. Ça ne veut pas dire que les stations n'ont rien fait, mais voilà, avec le développement de l'activité économique, il faut aussi accompagner celle-ci avec le volume de logements ad hoc. Voilà, avec des questions très spécifiques liées à l'utilisation de ces logements sur une temporalité courte au cours de l'année, puisque la majorité de ces logements sont très occupés pendant la saison hivernale, le cas de saison étant en cours de développement. Et puis après, comme l'évoquait Mountain Riders, hein, Roman, on a la question du logement vraiment à destination touristique, avec un parc parfois qui se déqualifie, qu'il y a urgence à réhabiliter. Aussi parce que voilà, il y a du potentiel à côté de la construction de programmes neufs, hein, et des lits qui fonctionnent plutôt bien, des lits touristiques qui fonctionnent plutôt bien, et puis un volume de lits touristiques qui est plutôt voilà, non marchand. Donc, souvent on appelle, on l'intitule, on utilise l'intitulé lit froid, voilà, qui viennent aussi gréver la capacité des programmes de logement. Alors, je vais utiliser le terme copropriété, même s'il n'est pas toujours adapté, à pouvoir se rénover. Alors, les acteurs locaux étaient très centrés sur cette thématique logement touristique. La DD était la première parce qu'on sentait qu'il y avait des questions importantes sur le sujet en lien avec le développement économique des stations. Et puis, depuis quelques années, comme je l'indiquais, les collectivités ont pris la mesure de la nécessité d'interroger comment elles pouvaient s'impliquer sur les questions du logement permanent euh, en sachant qu'elles étaient déjà très présentes sur le logement saisonnier. Donc, pour ce qui nous concerne, pour accompagner les collectivités, on les a vus venir vers nous pour vous expliquer aussi euh, comment on a pris les choses, souvent pour nous interroger sur des outils très spécifiques pour pouvoir sortir un programme de logement destiné aux ménages locaux, par exemple, du BRS dont on parlera plus tard dans le webinaire, avec des demandes, voilà, par exemple, de modification de zonage réglementaire. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse échanger avec elles pour les engager à avoir une approche plus systémique, pardon, et essayer de construire une stratégie qui porte sur la question du logement au-delà de l'aménagement du territoire. Parce que l'aménagement du territoire, les collectivités, elles savent le faire dans le cadre des SCOT et des PLU. Mais voilà, on voulait mettre en avant cette question du logement. Donc, on a reposé le sujet pour sortir de discussions très techniques et très centrées sur les outils, pour rappeler que le parcours résidentiel, bah, c'est la clé de voûte de l'aménagement du territoire. Loger les résidents ou les personnes qui viennent temporairement sur le territoire, bah, c'est un sujet important. Comme on l'a déjà dit, ça participe à l'attractivité, à la vie des centres-bourgs, des centres-villes, à la vie des entreprises. Donc, il faut se poser les bonnes questions par rapport à ça. Pouvoir construire des projets territoriaux qui répondent aux besoins de tous les ménages, euh, c'est essentiel. On rajoute à toutes les problématiques liées que j'ai évoquées, le vieillissement de la population, la décohabitation, qui touchent tous les territoires, mais a fortiori qui viennent rajouter des questions majeures sur ces territoires où il y a déjà des problématiques spécifiques. Voilà. Et le message qu'on souhaite porter au niveau de l'État local, donc c'est, comme je l'indiquais, vraiment prendre le sujet du logement avec une lecture systémique et stratégique pour travailler sur les enjeux locaux et effectivement adapter son projet à ces enjeux. Voilà. Si possible, le décliner dans un programme local de l'habitat, qui est un outil qui est intéressant, mais qui peut être un peu lourd. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les collectivités aboutissent à un projet sur l'habitat et le logement, quelle que soit sa forme, et puis qu'elles le déclinent ensuite dans des outils qu'elles maîtrisent, notamment les PLU
pour pouvoir orienter l'aménagement des zones où elles souhaitent voir du développement de logements. Et on a axé notre réflexion et d'ailleurs nos avis d'État sur deux axes majeurs. Donc, le maintien de la destination vers les résidences principales, enfin permanentes, hein, ça c'est un vrai sujet. Alors, depuis euh, une loi qui est parue fin d'année 2024, on a un outil qui n'existait pas, c'était la servitude de résidence principale. C'est la servitude de résidence principale, pardon, et ça permet d'apporter des réponses et les collectivités s'en saisissent. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, c'est très nouveau, on va voir ce que ça peut donner. Donc on est plutôt là sur l'offre nouvelle. Et puis, on insiste toujours sur la nécessité de requalifier le parc existant dans la mesure où ce parc est présent. Il peut y avoir de la vacance donc, sur certains territoires, comme en Haute-Tarentaise, on n'en a pas de vacances. Hein. Mais là, on est plutôt sur la volonté aussi de travailler sur l'immobilier de loisirs, sur les foyers saisonniers, pour répondre aussi aux enjeux liés à la transition écologique et climatique en cours. Donc, la production de logements ne passe pas forcément par l'offre nouvelle. C'est aussi le message clé qu'on veut faire passer. Donc, je me répète un peu, mais du coup, comment les collectivités peuvent se saisir de la question plus concrètement? Parce que c'est déjà observer ce qui se passe sur leur territoire. On donne l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais parfois, on se rend compte que les travaux conduits dans le cadre de documents d'urbanisme ne sont pas allés suffisamment loin sur cette question du logement, de qualifier les besoins par typologie de population, d'intégrer les enjeux, notamment de vieillissement, tout en croisant avec les enjeux d'accueil de salariés saisonniers, par exemple. De travailler à l'échelle de l'intercommunalité, c'est quand même l'échelle qui nous paraît la plus cohérente pour aborder ces questions-là, parce qu'on peut avoir des centres-bourgs qui peuvent accueillir des populations locales en perte d'autonomie, par exemple, à proximité de services et de biens à la personne, et avoir une offre adaptée plutôt à des jeunes ménages ou stations. Voilà, donc c'est aussi pour ça que l'intercommunalité est un échelon intéressant. Puis après, déployer une stratégie foncière pour pouvoir avoir la main en fait sur les projets qui sortent. Je pense que les collectivités désormais ont pris conscience que c'était nécessaire parce que plusieurs d'entre elles ont laissé faire souvent le marché. Et force est de constater que pour apporter des garanties à des opérateurs qui vont faire du logement permanent, hein, vraiment pour les résidents principaux, notamment les bailleurs sociaux, il faut apporter le foncier ou en tout cas leur garantir l'accès à ce foncier. Donc la stratégie foncière est majeure. Alors là aussi, je peux caricaturer. Hein. Je ne veux pas dire que les collectivités n'ont rien fait, mais voilà, c'est toujours bon de se rappeler que c'est important. Et puis avec l'objectif aussi de contraindre les extensions urbaines dans les enveloppes déjà urbanisées. Voilà, il y a des questions clés aussi à se poser par rapport à ça. Utiliser de manière complémentaire les outils à disposition, donc articuler les outils, donc bien les connaître déjà, les outils fiscaux, les outils réglementaires et les outils opérationnels. Donc voilà, je reviendrai dessus dans un schéma, mais c'est important d'avoir une stratégie, mais après d'identifier comment on peut articuler les outils à la main des territoires. Et puis ça permet, comme je l'ai déjà dit, d'apporter des garanties aux opérateurs, stratégie, logement, stratégie foncière, plus montrer des signaux, par exemple, sur le volet fiscal en augmentant la taxe sur les résidences secondaires. Ça démontre aussi que le territoire est prêt à accompagner des opérateurs qui viendraient pour pouvoir loger les populations permanentes ou les logements saisonniers, ou loger les saisonniers. Donc concrètement, en Savoie, on a rassemblé l'ensemble des éléments relatifs à l'observation, à la planification, la définition d'une stratégie et la planification, à la conduite d'une stratégie foncière. Tous les outils relatifs aussi à la construction d'un projet très concret en matière de logement social, et puis tous les outils relatifs à la régulation, notamment des meublés de tourisme dans un vade-mecum à destination des élus, pour leur donner l'ensemble des éléments, enfin, qu'ils aient au moins une vision exhaustive de l'ensemble des outils existants et des éléments d'analyse existants, et les enjoindre à avoir cette approche systémique
de la question du logement sur leur territoire. Au demeurant, hein, c'est un outil qui peut être utilisable sur d'autres territoires. Il y a pas, voilà, on l'a orienté montagne, mais il y a des éléments dans ce document qui peuvent très bien être repris pour d'autres territoires. Il a reçu un bon accueil, notamment des équipes techniques des collectivités avec lesquelles on a travaillé. On a souhaité qu'il soit démonstratif, hein. Il y a un certain nombre d'exemples qui ont été, qui permettent d'illustrer la mise en œuvre de différents outils. Et en termes de gouvernance, donc on a mis en place un groupe de travail départemental sur le logement en montagne qui rassemble les services de l'État, mais j'allais dire que c'est presque pas le sujet, nous on est plutôt en pilotage et en animation, mais qui rassemble les bailleurs sociaux, Action Logement, la Banque des Territoires, Atout France, ben voilà, tous les opérateurs qui peuvent tourner autour de la question du logement, soit en accompagnement technique, soit en accompagnement financier, bien sûr les collectivités, pour essayer voilà, d'échanger sur le sujet, de faire remonter les questions qui pourraient ressortir sur la thématique afin qu'elles soient portées par les élus et les parlementaires, échanger sur des retours d'expérience. Voilà, là, on est en train de construire un séminaire à destination des nouveaux élus pour leur apporter des éléments précis. Alors, ils seront plus précis que ce que j'ai proposé là en termes d'intervention. Et puis, on a aussi un comité de pilotage plus global où on rassemble l'ensemble des élus sur la question du logement en Savoie et pour lequel on a un volet spécifique montagne. C'est pour vous montrer un petit peu comment nous, on essaye d'accompagner cette question en veillant effectivement, donc j'insiste beaucoup, mais à aider les collectivités à avoir une approche vraiment globale du sujet, tout en ayant après une déclinaison très opérationnelle, en articulant les différents outils existants. Alors, je ne suis pas revenue sur leur nature, à ce moment-là, on n'aurait pas le temps, mais voilà, il y a des outils fiscaux, il y a des outils réglementaires et des outils opérationnels. Il faut vraiment que les collectivités n'hésitent pas à s'en saisir pour accompagner les projets. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Lisiane, pour cette intervention. Je peux laisser la main à Delphine et Joris, si vous voulez. Je vous relaisse le partage. C'est bon, Joris? Eh bien, bonjour à tous. Je suis Delphine Trosset, directrice vente et syndic de la Société de finance pour l'habitat, filiale Action Logement basée en Isère. Donc, je suis accompagnée de Joris Blachon, qui est responsable commercial au sein de SD Access. Donc, SD Access, c'est la marque accession de la SDH. Donc, c'est pas une filiale, hein, c'est une marque. Juste pour situer, pour ceux qui connaissent pas la SDH, c'est un bailleur social. On a en gestion 23 000 logements dans l'ensemble de l'Isère. À travers SD Access, on développe des solutions d'accession sociale à la propriété, principalement dans le neuf et l'ancien, comme vous pouvez le voir dans la slide que on vous partage. On fait également de la vente en bloc à d'autres bailleurs ou à une filiale d'Action Logement qui est l'ONV. On a toute une partie de gestion locative et de vente de locaux d'activité et de lots à bâtir. Et sous ma direction, j'ai également l'organisme foncier solidaire, puisqu'on réalise bien sûr de l'accession sociale, du PSLA, du bail solidaire, et on a pu réaliser quelques programmes en habitat participatif ou en résidence senior. Aujourd'hui, on est le premier producteur d'accession sociale en Isère. Et le sujet de la montagne ou de la vallée, on a beaucoup de programmes, on vous montrera, enfin quelques-uns. C'est vraiment une question centrale pour nous. Et c'est une question centrale aussi pour les communes qui souhaitent maintenir une vie locale et qu'il n'ait pas que des résidences secondaires, mais bien de la résidence principale. Parce qu'un territoire, on le sait, hein, il peut avoir des emplois, des commerces, des écoles, une activité, mais quand les habitants ils ne peuvent plus acheter ou se loger, ça finit par déséquilibrer le territoire
et on intervient vraiment en lien avec les collectivités pour trouver des solutions pour pouvoir soit construire des logements dans ces communes, soit racheter des programmes à des promoteurs pour les revendre soit en PSLA, soit en bail réel solidaire. On le voit concrètement aussi sur nos territoires où je pense que tout le monde en est conscient. On a des prix qui augmentent. On a une pression foncière aujourd'hui avec un foncier qui est rare. Et on a des acquéreurs avec des revenus qui sont stables ou même qui baissent avec des taxes qui augmentent, le coût de l'énergie, etc. Et ils ont de plus en plus de mal à accéder à la propriété. Et c'est principalement pour ça que l'accession sociale aujourd'hui se porte, on va dire, aussi bien, puisqu'on a un rôle majeur à jouer dans ce marché qui est déséquilibré. Et c'est pour ça qu'on est très vigilant sur les prix pratiqués. Vous le verrez tout à l'heure quand Joris vous présentera les prix de nos opérations. On ne se met jamais au maximum des plafonds. On étudie vraiment les marchés. On a des marges, bien sûr, puisque l'accession et la vente sont là pour qu'on puisse réinjecter des fonds propres pour reconstruire du logement locatif social et de la réhabilitation. Mais on est vraiment là pour proposer des produits accessibles et adaptés aux réalités économiques des habitants et des territoires. Donc concrètement, on travaille sur des prix maîtrisés, bien sûr des montages sécurisés, des logements pensés pour la résidence principale et des dispositifs qui permettent réellement à des ménages de devenir propriétaires. On a bien sûr le bail réel solidaire, mais je laisserai Joris en parler tout à l'heure, qui nous permet d'être présents sur des secteurs où on a vraiment des problématiques de foncier très cher. On a eu des programmes à l'Alpe d'Huez ou sur Villard-de-Lans, où en accession classique ou en PSLA, on n'aurait jamais pu faire de l'accession sociale et on a pu réaliser du bail réel solidaire à des prix très attractifs pour des primo-accédants et pour de la résidence principale. Et je rappelle que le BRS, principalement, il est là pour garantir dans le temps la vocation sociale du logement. La revente est encadrée et on a un logement qui reste dans l'accession sociale. Mais au-delà du dispositif, de tous ces dispositifs, je pense qu'il faut aussi changer il y a une prise de conscience sur l'accession sociale. Et on va le présenter Joris va vous le présenter. L'accession sociale, c'est pas un sous-produit. C'est pas des prestations moindres. On a vraiment une qualité de logement et une qualité de montage de nos opérations. Et aujourd'hui, on voit vraiment des personnes on permet vraiment à des familles de rester sur les territoires ou d'être plus proche du lieu de travail. On l'a vu sur l'Alpe d'Huez, principalement, c'est des commerçants de l'Alpe d'Huez qui ont acheté les logements ou des gens qui travaillaient à Bourdoisan. Donc vraiment, on permet à des acquéreurs de limiter leur trajet ou de permettre de garder un enfant, par exemple, qui peut rester dans l'école. Donc, une simplification de la vie familiale. Donc, à la SDH et à SD Access, on croit beaucoup à notre responsabilité sur le logement et à cette implication d'être présent en accession sociale dans l'ensemble des territoires et notamment le territoire de montagne où c'est très difficile d'accès. Les programmes, on les monte beaucoup moins facilement dû aux contraintes diverses et notamment de construction. Mais on arrive réellement à être présent et à des prix attractifs sur le territoire. Je vais laisser Joris prendre la main et vous donner des exemples concrets. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, pour appuyer cette partie-là, pour être un peu plus opérationnel, donc déjà pour présenter un petit peu le BRS, le bail réel solidaire, avant de parler de chiffres, c'est un dispositif qui dissocie donc bâti du foncier. Donc on dissocie les murs du terrain, ce qui permet donc d'accéder à la propriété avec des tarifs qui sont en moyenne
allez, moyenne 25-30% en dessous du marché privé. Donc vraiment, ça nous place sur un marché très très pertinent, puisque du coup, on permet à certains revenus d'accéder à la propriété sur du neuf, sur des secteurs dits tendus, avec des prestations qui sont relativement similaires à celles du privé. En tout cas, les normes sont les mêmes, parce qu'on se doit de respecter certaines normes de construction. Et en termes de prestations, bah pareil, on se place sur des prestations standards, voire élevées. Donc, on a un rapport qualité-prix grâce au BRS qui est ultra performant et qui est même hors concurrence. Ce qui nous permet donc, en 2025, pour vous donner des chiffres, nous a permis de signer 221 contrats de réservation, tout confondu, cette fois-ci, BRS, PSLA et accession privée. Donc, ce qui, du coup, nous permet d'avoir une analyse assez poussée sur d'autres panels de signataires. Donc, on constate qu'en 2025, 3/4 de nos signatures ont été effectuées en BRS, qui coïncide d'ailleurs avec notre part de patrimoine, hein, car aujourd'hui, on dispose d'une 50aine de programmes immobiliers neufs en cours de commercialisation, et sur cette 50aine, voilà, il faut en compter une 40aine qui sont en BRS, le reste étant en PSLA ou en accession classique. Donc, le BRS a une part très importante et on voit qu'il fonctionne, que ça soit dans des secteurs de vallée, comme on disait, dans l'agglomération grenobloise par exemple, on y reviendra, ou même dans les secteurs montagne pour diverses raisons. En termes de tarifs, là, ce sont des prix moyens que j'ai indiqués sur les réservations qui ont eu lieu l'année dernière. Alors, c'est un petit peu trompeur parce que normalement, le PSLA et l'accession privée devraient être plus élevés que le BRS. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les logements qu'on a signés en PSLA ou en accession sont des prix qui avaient été fixés il y a maintenant un certain moment, à une autre époque, si je puis dire. Donc, le coût du marché a évolué, tandis que ceux du BRS, on se rapproche des prix actuels. Donc voilà, la chance qu'on avait, si je puis dire, c'est qu'en PSLA et en accession, du coup, on a été très attractif l'année dernière grâce à ces prix-là. En termes de typologie, aujourd'hui, en tout cas en 2025, et ça se confirme aussi cette année, la typologie qui est la plus relevée en termes de réservation, ce sont les typologies moyennes, T2, T3, surtout dans les secteurs de vallée, parce qu'aujourd'hui, on a une clientèle qui est plutôt jeune, primo-accédant, qui sort même des fois de chez les parents pour un premier logement suite à un premier emploi. Et on a aussi une cible senior, on le verra juste après, qui sortent pour le coup, eux, de leur grande maison, grands appartements difficilement exploitables. Donc, on est souvent sur ce type de typologie en BRS en tout cas. Et vient s'ajouter aussi le T4, bien sûr, pour les familles. Et là, ça se confirme plus dans les secteurs de montagne, mais j'en parlerai juste après. Au niveau des profils des acquéreurs, donc chez nous, c'est à peu près la moitié qui vient de la location privée. Comme je disais, il y a aussi pas mal de personnes à titre gratuit, c'est-à-dire des personnes qui étaient hébergées, que ce soit principalement chez les parents, qui composent une part importante de notre clientèle. Et à cela, on ajoute du coup les propriétaires, souvent, comme je disais, les personnes seniors. La catégorie des ménages, ça confirme du coup la caractéristique des typologies réservées. Ce sont surtout des personnes seules ou en couple, un peu moins de familles au final, puisqu'aujourd'hui à peu près 2/3 sont seuls ou en couple. Donc c'est pour ça qu'on s'attarde plus sur des typologies adaptées, donc le type T2, T3. Je fais un petit peu la distinction avec les secteurs montagne comme l'Alpe d'Huez qu'on a pu commercialiser, car sur ce type de secteur, on a pu analyser qu'en fait, il y avait pas mal de familles qui vivaient sur place, mais qui n'arrivaient pas justement à acheter pour des raisons de tarifs très très élevés sur les secteurs de stations de ski. Et par conséquent, on a plus touché une cible familiale, à la différence de lorsqu'on est en vallée, où là, on cible plutôt des jeunes actifs de l'agglomération grenobloise, et par conséquent, là, on se retrouve plus sur de la typologie T2, T3. Au niveau de notre offre actuelle, donc nous, on est présent sur tout le département. On vous a mis quelques secteurs phares et la moyenne des prix qu'on pratique en BRS. Donc, on est très présent sur l'agglomération grenobloise, bien sûr, étant donné que nous sommes basés, nous, à Échirolles, donc à côté de Grenoble.
Donc, en termes de BRS, on se place à environ 2900 du mètre carré. On s'expatrie aussi un petit peu sur le Nord-Isère en direction de Bourgoin-Jallieu, enfin en direction de Lyon et autour de Bourgoin-Jallieu, avec des tarifs qui sont automatiquement un peu plus bas. Donc là, on est sur du 2700 € du mètre carré. Le Pays Voironnais aussi, qui s'est énormément développé depuis le Covid, avec du 2800 du mètre carré, qu'on continue de développer. Et bien sûr, le Grésivaudan qui va en direction de Chambéry. Donc là, on est un peu plus haut, étant donné qu'on est sur un secteur un petit peu plus prisé et un peu plus premium. Voilà, en moyenne, on est sur du 2009 en termes de BRS, 2900 € du mètre carré. Donc ce qui nous permet d'être plutôt bien placé et qui correspond aux 25-30% en dessous du marché. Pour rebondir sur nos secteurs de montagne, donc on en a parlé. Il y a notre programme L'échappée à l'Alpe d'Huez où on était placé à 2650 €. Là, on était sur un prix aussi qui était d'une autre époque, donc c'est pour ça qu'on était très très bien placé. On a appliqué une redevance parce qu'en BRS, on a une redevance qui s'applique pour la jouissance du foncier. On n'en a pas forcément parlé jusqu'à présent, mais cette redevance, nous, elle varie de 1 € à 2 € du mètre carré habitable. Plus le foncier est cher, plus la redevance augmente, bien sûr. Donc sur l'échappée, typiquement à l'Alpe d'Huez, on était sur du 2 € pour combler aussi ce prix très attractif. Au niveau des autres secteurs, des autres programmes qu'on a pu avoir en montagne ou basse montagne, on a été aussi sur Alvar, qu'on a livré tout récemment. Là, on était sur du PSLA avec un prix, encore une fois, d'une autre époque qui était très, très attractif et qui a très bien fonctionné. Nous avons eu un logement sur Villard-de-Lans aussi, qui est un secteur station de Grenoble. Donc là, on était en PSLA au prix de 2400 € du mètre carré. Et actuellement, nous avons en commercialisation des maisons à Revel. Donc là aussi, on est en basse montagne, un petit peu en dessous de Champs-Rousses, avec un tarif à 2650 € du mètre carré. Donc là aussi, on a été livré l'année dernière. Là, on se rapproche des prix actuels en termes de BRS. Voilà, c'est le prix adapté, on va dire, au secteur. Et en termes de redevance, on se place à 1,40 € du mètre carré. Donc voilà, ça varie vraiment de 1 € à 2 € du mètre carré sur la jouissance du foncier. Pour conclure et pour donner un petit peu notre tendance, nous, sur les secteurs de montagne, c'est un secteur, comme le disait Delphine, qu'on souhaite développer énormément pour les raisons qu'on a citées et qui ont été évoquées aussi avant nous, pour permettre l'accession à la propriété. Et typiquement, aujourd'hui, on est énormément sollicité, que ça soit par des promoteurs ou autres, ou par les communes, pour proposer du logement et de la résidence principale. Donc, dernièrement, par exemple, on nous a proposé un programme sur Champs-Rousses, sur lequel on pourrait se placer en PSLA. Donc là, on serait très attractif avec un tarif un peu plus haut de 3000 € du mètre carré. On est à nouveau sollicité sur l'Alpe d'Huez parce que c'est un secteur qu'on connaît et qui a très bien fonctionné. Sur l'Anse-en-Vercors aussi, hein, donc là, on serait en BRS autour de 3000 €. Et plus récemment, on est aussi sollicité sur la Savoie, sur Cré-Voland, avec un promoteur local, pour le coup, qui nous a interpellés pour savoir si ça pouvait nous intéresser. Et forcément, c'est un secteur et une zone qui serait propice, en tout cas, à ce qu'on souhaite mettre en place. Merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention. Et en dernière intervention, je vais laisser la main à David Duez. Voilà. Vous m'entendez là ou pas? Oui, on vous entend. Ah, cool. Je vais essayer de mettre la caméra, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Bon, on va voir. Je commence. Je suis donc David Duez, le maire de la petite commune de Happy, en Ariège. Alors, je m'excuse, là, je suis un peu débordé d'un point de vue professionnel, du coup, j'ai pas préparé de support. Bon, je vais essayer d'être à peu près clair comme ça, sans support. Donc, la petite commune de Happy, c'est vraiment une toute petite commune, hein, on est une trentaine d'habitants, à 950 mètres d'altitude, dans le département donc, de l'Ariège.
Alors par rapport à ce que j'ai pu entendre, on est, disons que on est donc au sein d'un bassin touristique, hein, dans les vallées d'Axe, avec une station de ski assez importante qui est Axe 3 Domaines, mais on n'est pas tout près de tous ces bassins d'emploi. On est à une demi-heure à peu près d'Axe et Thermes, à 45 minutes de Foix, une demi-heure de Tarascon et un quart d'heure des autres services, qu'est-ce que sont les écoles, l'épicerie et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que pour tout ça, en fait, ça fait qu'on a... C'est des facteurs de frein pour les familles, pour les actifs, pour venir s'installer à l'année chez nous, puisque même s'il y a le ramassage scolaire, pour les familles par exemple, on sait très bien que dès que les enfants vont faire des activités, il va falloir se déplacer, et c'est effectivement pour l'avoir fait des heures de route chaque semaine. Donc ça, c'est notre problématique par rapport à l'habitat permanent. Par contre, par rapport pour les résidences secondaires, on est très attractif pour le coup. Donc il y a la vallée de l'Ariège, et nous on est sur une vallée qui est perchée, qui est à peu près parallèle à la vallée de l'Ariège. C'est-à-dire, c'est très calme, à la fois passif. Alors c'est loin pour aller travailler, mais pas loin pour les loisirs, pour le coup, la demi-heure ou le quart d'heure de voiture. Et c'est très calme sur un versant sud, très ensoleillé. Donc j'ai dit, on était à une demi-heure ou trois quarts d'heure des bassins d'emploi. Et par contre, on est à 1h30 de Toulouse. Donc 1h30 de Toulouse, c'est rien du tout le week-end pour venir profiter de sa résidence secondaire. Donc voilà, on a constaté, comme tous nos des ventes depuis au moins une quinzaine d'années, ça partait systématiquement en résidence secondaire. Donc, et après, le fait qu'on soit un tout petit village, qu'on soit un peu loin des bassins d'emploi, un peu loin du train, de toutes les voies de communication, fait qu'on n'intéresse pas trop, voire pas du tout, les bailleurs sociaux ou autres, qui préfèrent, et c'est normal, avoir des programmes un peu plus importants sur des collectivités un peu plus grosses. Donc on a essayé depuis presque une vingtaine d'années maintenant de mettre en place un certain nombre de mesures pour essayer de maintenir de l'habitat permanent. Donc déjà, on a eu quand même un peu de chance, c'est qu'au début des années 2000, il y a eu une dynamique, donc il n'y avait quasiment plus d'habitants dans le village, hein, fin des années 90, ils étaient 7, je crois. Et au début des années 2000, il y a un certain nombre de familles enfin de jeunes à l'époque, qui sont venus s'installer dans le village. Donc ça a quand même créé une dynamique qui maintenant, 20 ans après, les jeunes sont moins jeunes et les enfants sont plus des enfants en fait. Donc là, on est confronté à un besoin encore plus que les années précédentes, un besoin de renouveler la population. Donc dans l'ordre chronologique, ce qui a été mis en œuvre, déjà il y a l'ancienne école qui bien sûr est fermée depuis bien longtemps, mais qui a permis de créer 2 appartements. Donc ça fait quand même une vingtaine d'années déjà. Un appartement en bas à l'école et un appartement à l'étage qui était le logement de l'instituteur. Et ces logements ont fait en sorte de les tenir à ce qu'ils restent attractifs, on va dire. Donc ils ont été rénovés et on les maintient à niveau. On a fait un programme d'isolation il y a 5-6 ans. Il y a 2-3 ans, on a remplacé le gaz par des pompes à chaleur de manière à rester attractif, parce que les locataires aient envie de venir et qu'ils y restent surtout. Donc ça, c'est le premier levier. La limite, c'est qu'on n'a que deux appartements, on ne peut pas faire mieux. Et l'avantage, par contre, c'est que là, on a la main pour le coup. Et je ne sais pas si c'est très légal, mais n'empêche qu'on choisit on peut choisir la typologie des locataires. La deuxième chose qui a été mise en œuvre, c'est l'achat d'un terrain. Donc, il y avait une espèce de grande dent creuse dans le village. La commune l'a acheté, l'a divisé en 3, une partie qui va rester publique et 2 parties, une est vendue, l'autre est en cours de vente pour faire... donc, du coup, ça a été vendu pour de l'habitat permanent avec une clause dans le contrat de vente pour que ça reste de l'habitat permanent. La clause, alors là, on s'est senti un peu seul là-dessus parce que la problématique est la même pour tout le monde, mais rédiger quelque chose qui soit
robuste juridiquement, on n'en est pas sûr. La première rédaction qui avait été proposée, c'était que si jamais ce n'était pas respecté, c'est-à-dire si ça devenait une résidence secondaire au bout de quelques années, il fallait que le terrain soit restitué dans son état initial. Inutile de vous dire qu'on n'a pas accepté, enfin, c'est inapplicable, de toute façon, c'est même pas intéressant. Donc, ce qu'on a fini par écrire, c'est qu'on consent à un rabais de 10 € par mètre carré sur le terrain. Donc, chaque terrain fait à peu près 1000 mètres carrés, donc c'était 10 000 € à peu près par terrain, sous réserve que dans les 4 ans, que l'habitation soit terminée et qu'elle soit dédiée à l'habitat permanent. À voir. Alors, ça n'empêchera pas quelqu'un de revendre. C'est dissuasif. Voilà. C'est la meilleure ou la moins mauvaise solution qu'on ait trouvée. On verra si ça marche ou si dans 5 ans ou dans 10 ans, ça repart en secondaire. Le troisième levier, on a mis en place une ZAD. On a créé donc une ZAD, une zone d'aménagement différé, au sein du village. Donc, on a le périmètre de la ZAD, c'est tout le bâti du village. Et dans la ZAD, l'objet de cette ZAD, c'est de donner un droit de préemption à la commune pour, au cas où une maison serait vendue, partirait à la vente en direction de l'habitat secondaire, donc de donner un droit de préemption à la commune pour en faire de l'habitat permanent. Alors, la mise en œuvre a été donc suivi et cadré et recadré par la DDT là-dessus, puisque moi c'est quand même un droit de préemption, c'est assez fort comme outil, et la DDT voulait absolument que ce ne soit pas attaquable juridiquement. Donc, parce que par exemple, nous au début d'un premier périmètre, on avait mis tous les terrains de la future, de la zone, à l'époque il n'y avait pas de la zone U, mais ça, la DDT n'a pas voulu en disant non, si c'est pour. Enfin, il fallait se cantonner au bâti. Donc on l'a mis sur le bâti. Les limites de. Alors, le point positif quand même de la ZAD, bon, déjà ça donne un droit de regard à la commune sur les ventes, chose qu'on n'avait pas, puisque. Alors maintenant il y a un plan, un PLUIH, mais à l'époque il n'y en avait pas. Donc la commune n'avait aucun droit de préemption de quoi que ce soit. Donc quand même, ça nous a permis d'acquérir un droit de préemption et donc un droit de regard. Ça a été un affichage politique fort au sein du village en disant la priorité c'est l'habitat permanent. Alors fort, peut-être même un peu trop fort, puisque je crois que ça fait 6 ans que je suis élu, c'est la seule fois où je me suis fait, le téléphone a sonné, on va dire. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire engueuler dans le village, mais à l'occasion, en croisant des gens, là, c'est la seule fois où les gens ont appelé pour me dire que ça n'allait pas du tout. Mais je pense que c'était un défaut de communication de notre part. En fait, les résidences secondaires avaient l'impression qu'on allait les exproprier ou autre. Alors que ce n'est pas du tout l'objet, puisque quelque part, on est bien content qu'il y ait des résidences secondaires. Ça permet d'avoir un bâti en état. Les maisons sont entretenues et il y a de l'animation pendant les vacances, donc c'est mieux que rien. Les limites de la ZAD, c'est pour nous, donc tout à l'heure j'ai parlé de la taille de la commune, c'est vraiment une toute petite commune et le budget 60 000 €, un budget de fonctionnement. On dégage 10 à 15 000 € d'excédent de fonctionnement par an en se serrant la ceinture. Donc voilà, acheter une maison, c'est une fois tous les 10 ans, on va dire, pas plus. Donc si jamais on devait préempter du fait de la ZAD, ben, ça marcherait une seule fois, on va dire. Mais ça marcherait une fois quand même. Mais c'est pas, enfin, pour nous en tout cas, c'est pas un outil qui permettrait d'orienter massivement l'habitat sur le village. Donc ça, c'était l'outil ZAD. Et maintenant, là, ce qu'on est en train de mettre en œuvre c'est on a acheté pour le coup à l'amiable une maison qui est à la vente. Et tout à l'heure, je voyais les prix mentionnés. On va sortir, donc parce qu'il faut acheter. Après, on va rénover, on va avoir des coûts du bâti qui vont être énormes. Ça, c'est clair. Sans commune mesure avec ce qui est raisonnable pour une maison comme ça, oui, mais effectivement, c'est difficilement généralisable. Ouais. Voilà.
pour ça. Et après, là, on est en train aussi, il y a une dent creuse dans le village laquelle on pourrait faire appliquer peut-être la loi des biens vacants et 100 mètres. Donc peut-être qu'on va le faire pour la récupérer du coup dans le patrimoine de la commune et après soit bâtir, soit vendre. Voilà ce que fait un tout petit village. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience qui contrebalance aussi avec les deux autres interventions tout aussi riches les unes que les autres. Je vais repartager mon écran. Hop, normalement, c'est tout bon. Et on peut passer au temps d'échange. Donc là, je peux inviter tous les participants et participantes à poser les questions. Alors, soit à ouvrir les micros et prendre la parole, sinon par le chat, comme vous le souhaitez. J'aurais peut-être plusieurs questions. D'une part, est-ce qu'on peut utiliser la procédure du bail social solidaire ou du BR sur de la rénovation de bâtiments, sur Alors, des bâtiments existants et pas uniquement sur des bâtiments en construction? Est-ce que ça peut s'envisager et de quelle façon? alors oui, nous on l'exerce. On a eu un programme en réhabilitation avec quelques logements. Ça fonctionne de la même manière. Voilà, il n'y a pas vraiment de grosses différences, si ce n'est qu'à des travaux de réhabilitation plutôt que des travaux de construction. Et au même titre que on l'a pas forcément évoqué, parce que c'était pas trop le thème, mais on propose aussi de la vente HLM. Donc c'est une revente du patrimoine de la SDH, notre Ouais. bailleur auquel on appartient. Donc la plupart de notre patrimoine est revendu de manière, on va dire, traditionnelle, mais on a quelques groupes qui sont revendus aussi en BRS. Donc on a aussi des immeubles construits avec des locataires en place à qui on propose de racheter leur logement en BRS. Donc le modèle existant et neuf fonctionne en bail réel solidaire. D'accord. Très bien. Et par ailleurs, par rapport à ce qu'a proposé notre collègue ariégeois, là, est-ce que vous pouvez intervenir, enfin, est-ce qu'il est possible de trouver des bailleurs sociaux et des partenaires qui interviennent dans le cas de faire valoir un droit de préemption, mais effectivement, même si on a ce droit de préemption à un moment donné, on est limité quand même sur les capacités financières de la commune, que ce soit une toute petite commune euh, comme dans l'Ariège ou d'une commune plus importante, le problème reste entier. Et est-ce qu'il est possible, dans le cadre de ce droit de préemption, d'arriver à faire un montage avec des bailleurs sociaux ou des personnes comme vous pour voilà, faciliter la mise en œuvre de ces projets? Bah, techniquement, oui, tout est faisable de préempter et ensuite de proposer des logements sur quelle commune qu'elle soit. Après, nous, on a aussi une stratégie, enfin, quand on commercialise des logements, on a aussi une stratégie d'emplacement. C'est sûr qu'il y a des communes sur lesquelles on ne peut pas aller en BRS, sur des communes où on ne peut pas aller en PSLA, à l'inverse, Ouais. parce que les secteurs sont différents et attirent une clientèle ou pas, d'ailleurs, différente. Donc, c'est un petit peu comme tout commerce, hein. C'est difficile de proposer des choses sur des endroits qui n'ont pas forcément une grande attractivité parce que ça va coûter beaucoup plus cher que ce que ça va rapporter. C'est là pour le coup, c'est vraiment une question de cohérence, on va dire commerciale. Après, tout est faisable bien sûr, mais quand on évalue les coûts de construction et la demande réelle du marché sur tel ou tel secteur, bah, soit on y va, soit on y va avec que quelques logements, parce qu'on pense qu'on ne pourra pas faire plus, et soit on y va en PSLA, soit en BRS en fonction de l'attractivité ou en tout cas de la nature du secteur.
On va peut-être passer la parole à Guillaume Bousquet. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bah, merci à tous déjà pour vos interventions et votre partage d'expérience. Je suis chargé de projet au sein de la commune de Valseny en Haute-Maurienne, donc située en Savoie. Et on est à l'œuvre d'ailleurs sur toutes les stratégies de logement permanent, avec plusieurs OAP qui ont été identifiées au sein du PLU. Et je voulais savoir si c'était possible de la part de la commune d'Api de partager les clauses qu'ils ont mis en place et les aides aussi pour voir comment a été, quels sont les règlements, comment ça a été écrit et voir comment ça pourrait être aussi appliqué sur une commune comme la nôtre. Donc ça, c'était une première chose. Et je profite de ma prise de parole pour savoir si la SDH, du coup, peut aller aussi également jusqu'en Haute-Maurienne, ou est-ce qu'elle connaît des équivalents qui pourraient travailler sur ces questions de logement permanent, de bail réel solidaire. Aujourd'hui, on a eu un contact uniquement avec la Savoisienne et on voulait savoir s'il y avait un peu plus d'acteurs qui pouvaient proposer du BRS et qui avaient aussi des OFS. Voilà, merci pour vos retours. Je réponds, commune d'Api. Ouais. Donc, pour ce qui est de partager avec plaisir, la ZAD, ce qui a été écrit sur la ZAD, ça a été validé par les services de l'État, donc je pense que c'est stable d'un point de vue juridique, c'est robuste. Pour ce qui est des clauses qu'on a mis sur le contrat de vente, donc on les partage volontiers aussi. Là, pour le coup, voilà, les services techniques de la commune sont quelque peu restreints. Donc, je ne suis pas du tout sûr que si jamais un jour il y a du contentieux, je ne suis pas du tout sûr qu'on gagne s'il y a du contentieux. Mais pour moi, dans un sujet comme ça, l'affichage et oui, ce qui est écrit est presque aussi important que la robustesse d'un point de vue au niveau du droit. Mais avec plaisir, on vous fera passer ces documents. Très bien. Et du coup, ça passera par Mountain Riders qui nous retransmet les documents à l'issue de la réunion. Eh ben, je pourrais faciliter, oui, le lien entre vous deux si besoin. Très bien, je peux passer. Merci. Et du coup, pour répondre à la question qui nous concerne, donc nous, en fait, donc on est une filiale d'Action Logement. On travaille exclusivement de base sur le département de l'Isère. Après, comme je disais, on a été sollicité sur Crévoland, par exemple, qui est en Savoie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on peut être ouvert effectivement à aller sur les départements limitrophes, ou en tout cas, c'est ce type de secteur-là. Donc, pour nous, il n'y a pas de souci. Simplement, dans un premier temps, la priorité est aux autres filiales d'Action Logement. Donc, si je me trompe pas, il y a 3F et Aliad qui sont sur place. Et pour reprendre l'exemple de Crévoland, qui nous ont laissé le champ libre si ça nous intéressait. Donc même principe. Nous, on est complètement ouvert, mais on laisse priorité d'abord aux autres filiales si elles souhaitent se positionner. Est-ce que vous avez des champs d'intervention sur le massif des Pyrénées? Alors non, par contre, non. On reste autour quand même de notre secteur de prédilection. Aujourd'hui, on reste vraiment sur Rhône-Alpes et vraiment les départements limitrophes. D'accord. Peut-être pour compléter sur les organismes de foncier solidaire qui portent les BRS, vous devriez pouvoir trouver la liste des OFS existantes par région auprès des directions régionales de l'environnement ou auprès des DDT. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Bonjour, merci pour cette réunion et merci pour toutes les interventions riches en informations. Alors moi, j'avais une question au maire d'Api dans un premier temps. Comment, il y a 20 ans, vous nous avez dit que vous avez rénové donc l'école pour la transformer en 2 appartements et puis aujourd'hui, vous êtes
en train d'acheter ou vous avez acheté, je sais pas, j'ai pas bien compris, une maison dans le village pour la transformer en résidence principale. Comment vous financez ces projets? J'aimerais bien avoir cette information. Et j'en profite, donc une autre question à la SDH. Euh, est-ce que, par exemple, est-ce que la SDH pourrait intervenir sur un projet comme ça, d'une maison transformée en logement, ou est-ce qu'il faut nécessairement un lot avec un nombre minimal de logements à créer pour qu'un bailleur social intervienne? Voilà, je vous laisse répondre. Merci. Bon, je réponds donc pour la commune d'Appy. Donc tout à l'heure, j'ai dit oui que l'excédent de fonctionnement, quand même les 20 000 euros peut-être les années fastes. Donc comment on finance? Déjà, on est on s'inquiète, on va dire, sur tout le reste. On n'a pas d'employé communal, il y a les conseillers municipaux ou les autres habitants du village font une bonne partie de l'entretien du village. Donc on n'est pas les seuls à faire ça. On recherche depuis longtemps des financements extérieurs à chaque fois qu'on fait quelque chose. Alors, en gros, presque toutes les lignes du budget d'investissement, dès que ça dépasse 1000 ou 1500 euros, on va chercher des financements extérieurs. Là, dernièrement, on est revenu donc, sur les logements pour remplacer le gaz par les pompes à chaleur. Enfin, c'est financé à 80%, donc ça permet quand même le levier est assez important. Ce genre de travaux ne grève pas trop le budget communal. La maison, c'est pareil. Là, on a la chance. Bon, le plan de financement n'est pas bouclé encore, mais je suis assez optimiste. L'habitat a été identifié comme une des priorités du PLUIH. Donc, il y a une convergence, on va dire, des différents financeurs pour favoriser l'habitat permanent. On n'arrivera pas à 80% de financement, mais j'espère qu'on va arriver. Il faudrait que ça dépasse. Il faudrait qu'il y ait plus de 60% de financement. Donc, en gros, voilà, on est économe sur tout un tas de. C'est une priorité, donc voilà, c'est une priorité et on cherche des financements extérieurs systématiquement. Mais on ne peut pas le faire, on ne peut pas faire un projet comme ça tous les ans. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci, merci. Mais les financeurs, c'est de l'emprunt, enfin, vous faites des emprunts auprès de banques, ou j'imagine qu'il y a aussi des subventions peut-être? Oui. Quand je parlais de financeurs, je parlais subventions. Subventions, donc l'État, département, la communauté de communes qui voilà, a mis ça comme priorité, donc il vient en fonds de concours. Peut-être la région, mais avec des contraintes, c'est un peu plus compliqué avec la région, donc on va voir, mais je crois qu'ils ont des lignes aussi là-dessus. Il y a une petite Et après, ligne. là, sur le futur projet de la maison, je pense qu'il y aura de l'emprunt. Il y aura de l'emprunt, c'est sûr. Il n'y en a pas à chaque fois, mais là, il y aura de l'emprunt. Je pense qu'au bout du compte, l'emprunt sera à peu près aussi important que l'autofinancement. Et pour vous éclairer un peu sur le budget de la commune, là, une année comme cette année, on reporte 140 000 euros d'excédent cumulé. D'accord. Donc ça, voilà, c'est notre petit trésor qu'on a accumulé pendant des années. Mais alors ça marche une fois, mais ça commence, voilà, ça permet quand même d'avancer. Pour une toute petite commune, pas énormément de frais, pas que ça. Mais ça marche pas souvent. D'accord, merci. Et bravo pour ce trésor cumulé. Oui. Mais non, c'est pas le but. Je commence à avoir mauvaise conscience, figurez-vous, de reporter 140 000 euros. Il y avait une question pour moi, je crois, au niveau de la SDH aussi. Donc, la question, c'était de savoir si on pouvait se positionner sur un ou deux logements dans une bâtisse, par exemple, pour reprendre le même exemple. Donc, la réponse, c'est oui. Et puis, je vais reprendre l'exemple
de la première question qui avait été posée pour savoir si on faisait du BRS hors programme neuf. Donc, sur notre réhabilitation que j'ai évoquée, typiquement, on était sur une grosse bâtisse de 5 logements. Et donc, 5 de ces logements ont été, donc 3 ont été en BRS et 2 ont été commercialisés en location sociale par le bailleur auquel j'appartiens. Donc voilà, là, on était sur des petits stocks, donc de 2 et 3 logements en fonction des activités. Donc voilà, ça existe, ça se fait. C'est pas ce qui se fait le plus souvent parce qu'encore une fois, pour une question de rentabilité, c'est pas forcément ce qui se fait le mieux, mais en fonction du besoin et de ce qu'on peut en voir comme finalité, c'est quelque chose sur lequel on peut faire. Ouais. D'accord, merci. Pardon. Je disais Guillaume Bousquet, si vous voulez reprendre la parole. J'ai encore une question, mais j'ai pas envie de monopoliser la parole. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions, enfin, n'hésitez pas. Mais c'était une question plutôt pour la DDT, qui est en plus la DDT de la Savoie, donc j'en profite. Je voulais savoir, effectivement, vous soulignez l'enjeu majeur de requalifier le parc existant. Aujourd'hui, la commune, en tout cas à Valseny, elle a la main surtout sur ces terrains et ce qu'elle peut vendre, mais comment faire pour inciter en fait la majorité des personnes qui sont en copropriété ou alors sur des propriétés privées à requalifier son parc quand il n'est pas en tout cas communal. Et je serais aussi partant pour avoir un échange avec vos services ou vous-même en tout cas plus tard si vous êtes d'accord pour rééchanger sur ces questions-là. Merci. Déjà, pour répondre à votre dernière question, bien sûr, la LDT, elle est disponible pour répondre aux questions des acteurs locaux, en particulier des collectivités. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous renverrai éventuellement vers les collègues qui maîtrisent un peu plus ces sujets techniques. Sur la réhabilitation du parc existant, il y a deux entrées. Et si on est sur du parc existant, logement permanent, voilà, il y a des outils, notamment via l'Agence nationale de l'habitat, qui permet d'accompagner les collectivités pour financer de l'animation, de l'ingénierie et essayer de faire sortir les projets. C'est souvent à imaginer, voilà, à prendre sur le temps long, parce qu'il faut expliquer, alors sinon ça passe par le recrutement d'opérateurs spécialisés, mais voilà, expliquer, animer, repérer déjà les îlots les plus dégradés, et puis ensuite l'ANA peut venir en fonction des travaux, financer une partie des travaux. Ça, c'est le cas, je vais dire, presque le plus simple. Après, sur l'immobilier de loisirs, il y a finalement peu d'outils. Alors, il y a des choses qui ont été faites, soit du côté de l'Agence nationale de cohésion des territoires pour tester, suite à des appels à manifestation d'intérêt, la mobilisation de copropriété. Quand on est en copropriété, hein, c'est sur l'immobilier de loisirs, je ne suis pas une spécialiste, mais parfois on est en résidence de tourisme, ce n'est pas de la copropriété. Alors quand ça sort du statut résidence de tourisme, ça passe en copropriété. Les copropriétaires, ça fait Toulouse qui sont en copropriété, enfin, c'est très complexe. Il y a aussi Atout France qui travaille là, actuellement sur le développement d'un modèle ou d'un outil qui permettrait d'accompagner la réhabilitation du parc existant, mais pour l'instant, ce n'est pas complètement abouti. Voilà, donc n'hésitez pas, on peut échanger. J'invite les autres territoires à se rapprocher éventuellement de leur DDT. C'est des questions clés qui sont majeures et qui sont effectivement à regarder de près en fonction de la situation locale, de ce qui bouge déjà, ou de ce qui ne bouge pas. Et puis après, sur les financements, essayer d'aller voir ce qu'on peut aller chercher. Il y a aussi la Banque des territoires qui a annoncé son implication sur ces sujets. Ça peut passer aussi par la mobilisation de bailleurs sociaux. C'est à eux de se prononcer éventuellement pour faire de la réhabilitation sur des parcs déjà existants, s'ils sont propriétaires ou s'ils peuvent devenir copropriétaires. Et il y a plusieurs types d'outils. Mais la première chose, c'est déjà d'avoir un bon diagnostic. J'insiste là-dessus parce que des fois, et un bon diagnostic socio-économique.
voilà, si la copropriété, les propriétaires n'ont pas les moyens d'agir, il faudra les accompagner, sinon ça ne bougera pas. Oui. Puis si parallèlement à ça, on a une pression de promoteurs pour de l'immobilier de loisirs, où on sort, nous, sur les Pyrénées, donc montagne-Pyrénées orientales, on est sur certaines promotions, on est à 6 000 € le mètre carré de bâtiments construits. Euh, voilà, on a les promoteurs qui agissent beaucoup plus vite sur l'achat de petits immeubles ou de petits et qui ou des anciens hôtels et tout, et qui ensuite empêchent justement que ce soit les collectivités locales ou des bailleurs sociaux de pouvoir répondre rapidement et de trouver des solutions. Ça, c'est un problème. Voilà. Donc, on essaye de travailler sur ces questions-là en Savoie avec les collectivités pour essayer d'être à l'amont. Mais effectivement, il y a des coûts-partis. Donc, bon, désormais, il y a la servitude de résidence principale. Donc, les collectivités sont très intéressées par cet outil. Mais bon, il y a le temps aussi de reprendre les documents d'urbanisme. Et Ouais. puis, il faut les justifier parce que pour l'instant, on n'a pas vu de recours, mais il pourrait y en avoir. Euh, voilà. Donc, effectivement, c'est des questions enfin, pas simples, pas simples, hein. Et puis, bah, sur la Savoie, on connaît la problématique. Il y a des opérateurs qui viennent avec des moyens financiers énormes Ouais. et, euh, et qui sont plutôt axés sur le neuf et pas tant sur la réhabilitation, hein. Alors après, ce qu'on voit, on a eu quelques projets d'augmentation de volume, hein, notamment euh, donc les PLU ont permis euh, sur des résidences qui étaient en déqualification, même enfin, de tourisme, qui étaient à destination de l'usage touristique, donc création d'un niveau supplémentaire sur le bâtiment pour financer la réhabilitation. On a au moins 2 exemples en Savoie. Voilà, mais je ne vous cache pas, sur des communes où on n'est pas à 6 000 € du mètre carré, on n'est pas loin du triple, hein. Voilà. Donc, Ah, d'accord. il y a aussi des opérateurs. Voilà, ça peut être 12, Oui. 15 000 €, 16 000 € du mètre carré. Il y a des opérateurs qui sont positionnés pour pouvoir acheter le dernier niveau et ça a permis à la copropriété de financer les travaux de réhabilitation. Mais faut-il que le bâti puisse le permettre? Voilà. Et ça Ça demande aussi. aussi à la collectivité d'y réfléchir dans son PLU pour savoir où positionner les modifications de son règlement. Pardon, est-ce qu'on pourra avoir accès au manuel que vous avez réalisé, là, le document des Oui, TTM tout à Savoie, fait. le guide, Tout à fait. voilà. Romaine en dispose, je crois, ou je vous le renverrai. Oui, je pourrais le J'ai vu faire qu'il y avait un passer. QR code, mais j'ai pas eu le temps de le... Voilà, on peut le télécharger. Oui, oui, il est disponible, il est public. D'accord. Merci beaucoup. Je peux laisser la parole à Nicolas Scala. Oui, bonjour à tous, Nicolas Scala, donc de la commune de Tignes en Savoie. Voilà, merci pour tous ces échanges et tout ce sujet autour de l'habitat permanent saisonnier qui reste voilà, sur le territoire de Tignes un vrai enjeu et un vrai sujet qu'il faut prendre en main. Donc là, les élus de Tignes depuis quelques années, on parlait de surélévation sur du logement avec la DDT. Voilà, on est assez proactif là-dessus pour rénover des copros. Évidemment, dedans, il y a une mixité sociale nécessaire sur la surélévation. C'est ce qu'on a mis dans notre PLU. On voit bien que voilà, sur la dernière expérience qui nous a été proposée, voilà, on ne validera pas ça parce qu'il y avait une mixité sociale un petit peu déguisée. Donc, on commence à retrouver aussi des failles dans le système, voilà, avec des gros investisseurs qui arrivent et qui veulent malgré tout, on parlait de ouais, entre 10 et 15 000 € le mètre carré, on est à ça sur Tignes, voilà, sur du touristique plus plus. Donc, nous, c'est notre combat au quotidien pour figer nos gens à l'année, ce qu'on essaye de faire et voilà, alors, on n'a pas le même budget que la commune d'Api, donc on a plus de solutions et plus de moyens. Donc voilà, on essaye d'utiliser au mieux le budget communal. Par contre, on se rend compte que
Bon, les opérations BRS, l'accession sociale, on est dessus avec des clauses anti-spéculatives, figer les résidences principales pour l'habitat permanent. On essaie d'avoir un levier juridique qui nous permet de tout sécuriser et de développer l'habitat permanent. Après, on parlait de saisonniers, de logements saisonniers, et là, on se rend compte qu'on est en grosse difficulté, puisque nous, il faut savoir que sur Tignes, on a notre population qui a 2000 habitants à l'année et en période hivernale, on a une capacité de lit à 33, 34 000 lits. Donc voilà, on a quand même un gros gap qui se franchit et on a forcément une grosse activité économique qui permet aussi de développer le territoire, hein. C'est une vraie locomotive pour notre commune et pour notre territoire. Mais il faut être capable d'accueillir, voilà, alors, les chiffres annoncés après étude, on est à plus de 3000 saisonniers accueillis, mais on sait bien qu'il y en a même un petit peu plus. Et forcément, il faut être capable de les accueillir dans des conditions décentes. Et le logement aujourd'hui, côté saisonnier, devient un critère d'attractivité. On en parlait dans la thématique de ce webinaire. Ça reste une vraie attractivité de recrutement et d'activité économique. Et aujourd'hui, voilà, le logement saisonnier sur Tignes, il faut être très créatif pour chercher des solutions. Voilà, là, on a un délégataire qui sort un gros projet de 70 logements saisonniers, mais encore une fois, c'est à la volonté financière de ce délégataire. Par contre, derrière, on a de grosses contraintes mais ça c'est national et c'est au niveau de la loi et la DTT le sait, sur la gestion de logements saisonniers et la contractualisation avec les personnes physiques sur les contrats de location qui aujourd'hui voilà, met un peu des difficultés puisqu'on est obligé de contractualiser avec la personne physique, même si le socio-professionnel verse des droits de réservation. Et on retrouve des cas de figure réguliers sur le fait que la personne physique ne libère pas le logement après sa période d'essai s'il n'est pas gardé par le socio-professionnel. Donc aujourd'hui, on a des difficultés par rapport à ça, bien sûr des difficultés de nombre de logements saisonniers, et pour faire du logement, même si les communes ont toutes les bonnes volontés et le foncier éventuel, mais avec les bailleurs sociaux, on est toujours obligé quand même de mettre aussi la main à la poche, comme on dit. Donc là, sur les récents projets sur lesquels on discute, voilà, il faut des communes qui soient capables d'abonder financièrement en plus du foncier. Donc aujourd'hui, voilà, ça nous pose aussi souci pour développer du logement saisonnier. Donc une contrainte réglementaire, bien sûr, avec cette histoire de personnes physiques et personnes morales par rapport au contrat de location. Une question, bien sûr, financière pour les collectivités, côté foncier et côté subvention pour la fameuse aide à la pierre. Mais ça, les bailleurs connaissent cette notion d'aide à la pierre pour les différents projets BRS, par exemple. Et forcément, ben, on essaye de trouver des solutions, mais même une commune on va dire, qui a des moyens, comme la commune de Tignes, voilà, on sent quand même les limites et on sent bien que voilà, l'État aussi doit être un peu avec nous et même si des solutions sont apportées sur la notion de servitude de résidence principale, voilà, on a un PLH qui est sorti récemment sur la Haute-Tarentaise, donc il y a des choses qui s'activent, mais on sait bien l'inertie des collectivités et forcément de l'administration. Mais aujourd'hui, à date, le besoin, il est maintenant, en fait. Il n'est pas dans 30 ans ou dans 50 ans, où on n'est pas sûr d'avoir cette même dynamique de territoire avec l'avenir qui nous appartient. Donc voilà, nous, on avait des petits sujets sur la relation réglementaire du logement saisonnier qui aujourd'hui nous pose souci. Également la compétence logement qui, pour une commune, si on veut récupérer du logement privé, eh bien, on se rend compte qu'on ne peut pas le faire en direct. Il faut une intermédiation sociale avec avoir une agence immobilière sociale qui peut éventuellement nous aider. Donc aujourd'hui, on a quelques freins réglementaires voilà, qui nous empêchent, on va dire, d'être un peu plus proactifs. Et là, encore une fois,
Tim ne se plaint pas de sa situation, bien au contraire, mais voilà, pour vous montrer que voilà, on passe d'aussi une grosse commune avec des difficultés et un attrait de saisonnier et une difficulté pour nos permanents de se figer, puisque voilà, ils ne peuvent pas rester se loger sur la commune et nos services publics que l'on développe sur le territoire restent aussi, peuvent être mis en question. Et enfin, le dernier sujet, c'était sur la régulation des meublés de tourisme. Aujourd'hui, euh, voilà, on voit certains territoires qui y vont, qui sont déjà allés par rapport à la loi Le Meur de 2024. Nous, on n'y est pas encore allé parce que ben voilà, on aimerait aussi avoir le retour d'expérience de ces communes. On ne sait pas trop si euh, les tourismes ne deviennent pas finalement des lits froids et finalement ça peut être l'effet inverse aussi recherché. Donc on y va un peu à tâtons et voilà, donc on attend avec impatience le décret d'application pour le numéro d'enregistrement qui devrait normalement être euh, d'ici la fin de l'année civile 2026. Donc voilà. Et ça, c'était un vrai sujet aussi sur la question de la régulation de meublés de tourisme. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est sorti, mais on se rend compte que sur l'application, les moyens aussi de suivi de cette régulation-là et de ces meublés-là, euh, ouais, on laisse les collectivités aussi, même si ça fait des solutions envisageables, on laisse aussi des collectivités sans forcément de moyens, et c'est aussi à la collectivité de se remonter les manches. Mais ça, on sait faire, hein, puisqu'on est le premier maillon face à notre population. On a l'habitude de le faire, mais voilà, ça fait quand même beaucoup sur une compétence logement qui aujourd'hui pèse sur beaucoup de territoires. Excusez-moi si j'étais un peu long, mais j'avais plusieurs sujets sans forcément avoir de réponse, puisque je sais bien qu'aujourd'hui on ne pourra pas tout résoudre, mais voilà les petits points que je voulais pointer avec vous. Merci beaucoup pour votre partage. Et je ne sais pas si vous avez des réactions du côté des intervenants. Euh, Côté DDT, on partage les constats de la commune de Thiem et d'ailleurs de l'ensemble des collectivités. On a plusieurs typologies de collectivités en Savoie, donc voilà, on a aussi des collectivités rurales en montagne qui rencontrent les mêmes problématiques que ce qui a été présenté en Ariège. Euh, sur la problématique du logement saisonnier, c'est un gros sujet en Savoie, mais sur les territoires touristiques, hein, de manière globale. Et effectivement, il y a des questions clés qui se posent notamment lorsque les logements sont des logements sociaux. Donc, on partage tout à fait les constats et les solutions sont à construire ensemble. Donc, j'invite Tig à ne pas hésiter à reprendre mon attache aux besoins. Euh, et sur la régulation des meublés de tourisme, nous aussi, on attend le décret. Effectivement, ça va nécessiter pour les collectivités un suivi important. Et puis, on suit aussi attentivement les retours d'expérience, voir les jurisprudences qui commencent à sortir sur le sujet. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Voyant l'heure qui tourne et s'il n'y a pas d'autres remarques, on peut peut-être clôturer ce webinaire. J'ai bien noté tous les liens et demandes entre chaque personne, donc je reviendrai vers vous à la suite pardon, du webinaire. Donc pour clôturer très rapidement au sein de Mountain Riders, donc les deux prochaines événements qu'on organise. Donc on organise un Éduc-Tour Flocon Vert à Arèche-Beaufort le 12 juin prochain sur la thématique de la vie à l'année. Et le plus important peut-être, c'est le 3 juillet où l'association fête ses 25 ans à Grenoble. Donc on vous invite toutes et tous à partager ce chouette moment avec nous. Et concernant les webinaires, donc le prochain, comme je disais, ce sera le 12 juin sur le triangle de l'inaction. Et on se retrouvera ensuite après l'été, donc où on est en train de construire le prochain cycle de webinaires. Donc vous aurez des informations plus prochainement. Et pour finir, et aussi pour vous remercier du coup d'avoir participé à ce webinaire, si vous voulez voilà, dire
dire un mot avant de quitter ce webinaire. Et sinon, je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une belle après-midi. Merci beaucoup et à une très prochaine fois, mais c'était très intéressant. Voilà. Merci. Et il reste encore du chemin. Pour conclure. Merci d'avoir invité la DDT. Effectivement, c'était très intéressant. Voilà, puis on reste à disposition de tous pour toutes questions et de Mountain Riders pour une éventuelle suite. Merci. Merci beaucoup. Merci également de l'invitation. C'était constructif et très intéressant. Merci de nous avoir donné la parole et d'avoir pu échanger sur ces sujets. Avec plaisir. Et je tâcherai de bien faire les liens entre chaque personne qui voulait du coup vos contacts, si je peux me permettre d'envoyer les adresses mail. Ok, Oui, parfait. oui, pas de souci. Volontiers. Merci. Ouais. Bah, merci beaucoup à vous. Merci, bonne fin de journée. Merci Au revoir. beaucoup Merci. Au revoir. et Au bonne revoir. fin de semaine. Au revoir. À vous aussi. Au revoir.